nos émissions à des niveaux de standard technique appropriés. Et pour le reste, merci de m'avoir invité. Président, nous allons rentrer de plein pied autour de ce fait d'actualité. On ne vous a pas encore écouté sur cette actualité. Le Mali qui a donc porté des accusations au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la violation répétée, mais surtout délibérée de son espace aérien par les aéronefs, mais surtout les drones français. Pour beaucoup, c'est déjà qu'une victoire, davantage une victoire d'étape, que d'arriver à ce niveau de responsabilité de la part de l'État central de Bamako. Quelle lecture peut-on faire des lectures géopolitiques autour de ce fait d'actualité, président Madakane? Premièrement, il ne faut pas tomber dans le piège de nos ennemis, comme je le dis toujours, en reprenant leurs éléments de langage. La géopolitique est, entre autres, essentiellement une affaire de maîtriser les éléments de langage et de savoir mettre chaque élément de langage à sa place. Parce que la désignation d'une situation est un facteur majeur pour déterminer l'issue des enjeux qui sont au cœur de cette situation. Donc, il faut corriger les éléments de langage. Ce n'est pas un affrontement France-Mali. Je suis désolé de dire ça parce que nous reprenons là, on reprend les éléments de langage. L'affrontement, ce qui se passe au Mali, c'est l'épicentre tectonique, c'est-à-dire extrêmement dynamique. C'est pas d'une guerre géopolitique à l'échelon mondial où le destin de l'Afrique se joue. Quand on dit que c'est la France contre le Mali, ça veut dire que d'autres pays africains ne sont pas concernés. Ça veut dire que les Africains ne sont pas concernés au niveau des peuples et des individus. Ça veut dire que c'est une affaire qui regarde le Mali et la France. C'est faux. C'est faux parce que non seulement la France n'était que la face visible d'un iceberg géopolitique qui est l'OTAN, l'Europe qui est l'OTAN dirigée par l'État criminel terroriste qu'on appelle les États-Unis. Et que de l'autre côté, le Mali qui est en première ligne dans ce combat, c'est l'enjeu du Sahel et ses immenses richesses, mais aussi une porte d'entrée pour la recolonisation du continent africain. Donc il faut poser les termes sur la table tels qu'ils doivent être présentés. Et ne pas reprendre les éléments de langage. Donc vous voyez que quand on corrige ça, les choses sont claires. Les choses changent. Ça change. Donc c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est en guerre contre l'OTAN. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que le fait qu'on ait corrigé la France et la mettre pratiquement hors jeu, c'est pas hors jeu, même si elle a les capacités de nuisance, c'est évident, mais elle est pratiquement hors jeu, a fait qu'aujourd'hui, on est en face d'une accélération de ce conflit sahélien, de l'épicentre sahélien, qui met maintenant en première ligne l'OTAN. Même si la France, pour des raisons historiques et des raisons propres à l'État français, paraît être en première ligne pour s'agiter, mais il ne faut pas rêver, le président français n'est qu'un petit agent, n'est-ce pas, de la pègre mondialiste internationale. C'est de cela qu'il s'agit. Alors ça change la donne. Donc alors, si je me fie à votre titre, que risque la France? Ce n'est pas la France qui risque. Elle risque en tant que gendarme, mais ses patrons risquent aussi. C'est pour ça que ce qui se passe à l'ONU, avec la plainte du Mali, au Conseil de sécurité, c'est un enjeu global. Et les pays africains doivent s'approprier tout ce dossier. C'est-à-dire, chacun à sa manière. Ceux qui aiment agir sans parler, qu'ils agissent sans parler. Ceux qui peuvent parler, qu'ils parlent, comme on est en train de faire ici. Et que les alliés du Mali, au niveau global, prennent leurs responsabilités. Parce que de quoi est-ce qu'il s'agit maintenant? Parce que vous voulez que je descende dans des faits. Fabrice Ndoum, qu'est-ce qu'on dit là que nous, ça fait 12 ans qu'on a commencé à dire ça ici. Ça fait 12 ans que nous, ici, on dit que le terrorisme est une création. Les terroristes sont une création, n'est-ce pas, des officines de la pègre mondialiste mondiale dirigée par l'OTAN. Et qu'à ce niveau, la France n'est qu'un petit sous-traitant de service qui, n'est-ce pas, en collaboration avec, en deal avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, je ne sais pas, quelques Émirats, sous-traite, n'est-ce pas, dans le cadre d'une organisation globale qui vise
à maintenir les Africains dans l'esclavage, pour ne parler que de l'Afrique, mais à maintenir la domination occidentale sur le monde. Donc, ça dit que c'est dans ça qu'il faut bien comprendre cette affaire. Nous l'avons dit depuis, nous avons dit que les terroristes ne sont c'est une création de toutes pièces de ces gens-là. Nous avons convoqué des éléments, à défaut de notre voix, que certains ont voulu ridiculiser, mais allez voir Wikileaks. Wikileaks maintenant est public. Hein. Wikileaks est public. On vous donne les noms, on vous dit comment tout ça a été créé, comment c'est fait, comment ça a été créé, comment c'est organisé. On va vous expliquer ce qu'on appelle une menace, non, ce qu'on appelle la nécessité géopolitique d'un ennemi. Un ennemi en géopolitique. C'est-à-dire que vous allez comprendre les fondamentaux de la géopolitique, c'est-à-dire qu'une puissance par exemple comme les États-Unis, ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un ennemi. Si elle n'a pas réellement, elle en crée. Parce que c'est la contrepartie indépassable, nécessaire de sa toute-puissance militaro-industrielle et maintenant militaro-médicale, militaro-biologique, n'est-ce pas? Donc, pour se maintenir d'abord à l'intérieur, en termes de souder une cohésion, n'est-ce pas, entre cet appareil, cet état profond qui travaille contre le peuple, mais qui doit faire croire au peuple qu'ils ont un même destin. Ce sont des fondamentaux. Donc, le terrorisme, quand la guerre froide est terminée et que l'Empire soviétique est tombé, il n'était pas possible pour l'Occident de ne pas créer un ennemi. Et l'ennemi naturel qui se prêtait à ce rôle, c'est le terrorisme. Puisqu'ils ont même commencé à le faire en Afghanistan et partout avant. Ils ont simplement généralisé, n'est-ce pas, un facteur géopolitique qu'ils avaient commencé à travailler dans des épicentres comme en Afghanistan et ailleurs, n'est-ce pas, et ailleurs. Donc c'est important de rappeler ça, que ça fait 12 ans que nous on dit ça, et dernièrement, quelques années, il y a 1 ou 2 ans, le Premier ministre malien, Choguel Maïga, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, rapidement, il est important pour nous, monsieur le Premier ministre, a dit que toutes ces choses-là sont documentées. Et les gens croyaient que c'était la blague. Il a dit que tout ça sont des choses documentées. Vous croyez qu'un État comme le Mali, dans la situation actuelle, va risquer sa crédibilité internationale en vous racontant des histoires que nous avons les preuves à la main sur l'ONU? Non. Parce que si le Mali rate ça, c'est sa crédibilité qui est engagée. Donc ce n'est pas un jeu. Tout ça a été bien documenté. Et on se rappelle, président Madakani, de la démarche de la Russie dans son opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. À un moment donné, la communauté internationale avait voulu, du moins avait convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies, une réunion d'urgence pour tenter d'incriminer la Russie. Et la Russie avait dit qu'elle avait documenté toutes ses actions pour permettre d'aller se justifier. Et on sait ce qu'il en est. Ce qu'il en est suivi, c'est que cette réunion n'avait jamais eu lieu parce qu'il s'était rendu compte que la Russie avait documenté toutes ses actions du côté de l'Ukraine. On est aujourd'hui dans un cas pareil du Mali qui a suffisamment de documents qui sont capables d'accabler aujourd'hui la France. Et la question de fond, c'est de savoir est-ce que cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies va avoir lieu. Mais le Mali a demandé une réunion du Conseil de sécurité. Le Mali a des partenaires au niveau global qui vont certainement appuyer sa demande. Le premier enjeu de cette affaire, c'est que d'abord, on est là dans une montée en puissance au niveau de la graduation, de la perte de crédibilité de l'Occident au niveau des mentalités africaines. Parce que la première victoire, c'est là-bas. C'est à un niveau que ça se joue. Il faut achever le discrédit de l'Occident au niveau des populations africaines. Donc, à chaque fois qu'il y a un élément qui va dans ce sens, c'est une très grande victoire. Et là, c'est un dossier qui va faire avancer, parce qu'une fois de plus, on va voir la preuve, n'est-ce pas, du caractère criminel de l'État français, qui se comporte en la matière comme une véritable pègre. C'est-à-dire, la pègre d'État. Là, on va voir la preuve, n'est-ce pas, à ce niveau-là, et ça va crédibiliser davantage le discours panafricaniste. Parce que nous, on a eu l'avantage de dire ces choses-là longtemps, avant tout le monde. Vous rappelez ça? Donc, c'est toute la stratégie de la communauté dite internationale dans le Sahel qui est en jeu dans cette affaire. Parce que si le Conseil de sécurité refuse d'enrôler l'affaire, c'est terminé. Ça veut dire que le monde entier va constater, n'est-ce pas? Et les peuples occidentaux vont constater le fait que le degré de criminalité de leur État n'a plus de limite.
C'est là qu'il s'agit. Je ne rêve pas, il ne faut pas rêver. Hein. L'ONU, c'est quoi? Une réunion, pour qu'une réunion ait lieu à l'ONU, il faut que les membres du Conseil de sécurité l'acceptent l'enrôle en dernière instance. Donc, ils peuvent, le secrétaire général n'a aucun pouvoir, c'est un petit rapporteur. En dernière instance. Quand ces patrons américains, français et anglais bloquent, il restait tranquille. On l'a constaté à plusieurs reprises que c'est un valet de la communauté internationale qui est une entité étrange dans ce qu'on appelle le droit international, mais qui dirige pourtant, n'est-ce pas, l'ONU. L'ONU. C'est-à-dire que la communauté internationale, ce concept, cette réalité, cette entité n'a aucune existence légale, n'a aucun droit légal. Mais c'est elle qui régente le Conseil de sécurité. Pourquoi? Pour éviter des situations comme ça, justement. Les Occidentaux ont créé, ils ont l'air de créer des structures informelles qui court-circuitent les structures formelles au niveau international. Et les vident de tout contenu, on le sait. Mais ce qu'a fait le Mali est très important. Parce que c'est le monde entier qui va voir en mondovision, c'est-à-dire en plein jour, les crimes de l'État français au Mali. Mais pas l'État français seul. Tous ses partenaires, l'Union européenne. Et ensuite, les États-Unis. Qu'a dit l'Union européenne? Je cite l'Allemagne.